Les investissements... Dans le Gard, il est de 20 ans. Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gard. Nous sommes aujourd'hui à la Fédération socialiste avec le grand patron du PS, le premier secrétaire Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici dans le Gard dans le cadre des élections internes. Vous êtes candidat à votre propre succession et vous défendez un texte, une orientation politique baptisée de la Renaissance à l'alternance. Mais d'abord, la première question qu'on a envie de vous poser, et je pense qu'on vous la pose souvent, est-ce que le PS n'est pas mort et enterré, Monsieur Faure ? Mort et enterré. Et enterré. Écoutez, on a pu le croire, et d'ailleurs celles et ceux qui commentent la vie politique nous ont enterrés souvent, mais ce que j'observe depuis 3 ans, c'est que c'est tout l'inverse qui s'est produit, et avec au contraire un parti socialiste qui aujourd'hui a montré au régional, en France métropolitaine comme outre-mer, que nous avons gardé nos 5 régions, nous en avons gagné 2. L'Occitanie, Carolega a été réélu très confortablement. Voilà, au municipal, nous avons non seulement conservé nos mairies, nous en avons gagné beaucoup aussi. Regardez ici dans cette région, c'était le cas évidemment de Montpellier, mais on pourrait citer Nancy, on pourrait citer Saint-Denis. Enfin, il y a tellement de villes dans lesquelles nous avons non seulement conservé, mais même accru notre influence, que je crois qu'aujourd'hui, on peut se passer de ce débat sur la mort du PS. C'est une résurrection ? Mais c'est tout simplement qu'il y a des Françaises et des Français qui ont besoin de la gauche dans ce pays, qui ont besoin d'une force qui les protège, qui les défende et qui mène des politiques publiques qui soient à même d'assurer le repas des enfants à la cantine, un repas qui soit à 50 centimes plutôt qu'à 7 ou 8 euros. En fait, on va en parler notamment, on va parler de votre texte d'orientation, mais c'est vrai que quand on regarde en 2012, rien que dans le Gard, le nombre de militants a été divisé par 2, il y en a à peu près 500, et puis aujourd'hui, il n'y a plus de députés, il reste un sénateur, Denis Boide. Le PS n'est pas mort, mais il est quand même très affaibli. Mais si la question que vous me posez, c'est de savoir si nous avons subi un échec terrible au moment des élections présidentielles et législatives, la réponse est oui. Si la deuxième question, c'est de savoir si on a tenu compte tiré les leçons de cet échec, la réponse est encore oui. Est-ce que nous avons retrouvé les Françaises et les Français, tous les Françaises et les Français qui nous faisaient confiance autrefois? La réponse est non. Est-ce que nous allons les retrouver dans l'élection présidentielle? C'est ce que nous allons essayer de prouver maintenant, et je crois que c'est possible, parce que je crois que les Françaises et les Français, ils savent qu'ils ont besoin de trouver une force qui ne soit ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron et qui puisse les conduire à une république écologique et sociale. Ce besoin, comment il peut se matérialiser? Si par exemple, là, aujourd'hui, Olivier Faure, vous pouviez mettre en place une mesure, une loi, un projet, quel serait-il? Qu'est-ce que vous ferez très concrètement pour faire comprendre aux gens qu'on a besoin de la gauche, si on en croit ce que vous nous dites? D'abord les salaires, faire en sorte que dans ce pays, ce ne soit plus un tabou, qu'on puisse dire que les Français vivent aujourd'hui assez mal, parce que le coût du logement augmente sans cesse alors que les salaires ne bougent pas. Et je voudrais qu'on se pose la question... On augmenterait le SMIC, c'est ça? Ça fait partie des solutions, mais plus largement que le SMIC, parce qu'il faut que toute l'échelle des salaires soit impactée. On avait eu un président de la République qui, pendant 1 an, nous a dit les premiers de corvée, etc. Très bien. Mais maintenant... De cordée, oui. Alors, les premiers de cordée, c'était avant, et les premiers de corvée, c'était pendant la crise sanitaire. Les premiers de cordée, ce sont les très riches, et effectivement, ce sont les seuls qui le servent. Mais les autres... Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait pour que toutes celles et ceux qui ont permis de tenir ce pays debout soient aussi récompensés dans leurs efforts? Comment est-ce qu'on fait pour que les familles n'aient pas le sentiment d'être en permanence à l'os? Comment est-ce qu'on fait pour que ces femmes qui élèvent seules leurs enfants puissent le faire sans avoir à se saigner aux 4 veines? C'est ça que les Français attendent, de savoir quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Et donc, cette échelle des salaires doit être modifiée. Il faut qu'il y ait à nouveau une conférence salariale qui permette de poser ces questions-là et d'avancer dans la reconnaissance du travail, parce que c'est un élément structurant, essentiel pour la dignité de chacun et pour le pouvoir de vivre que chacun doit pouvoir récupérer dans cette présidentielle. Allez, un mot sur votre texte. Vous proposez donc une ligne politique pour votre parti, et ce pour les 3 années à venir. Très concrètement, pour vulgariser, en quoi il est fondamental, votre texte? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les points les plus importants? Je vais essayer de simplifier à l'extrême pour répondre très vite à une question qui mériterait de long développement. Oui, parce qu'il est long, votre texte. Le texte est long et nous avons beaucoup à faire avec les Françaises et les Français. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir un slogan.
Et toutes celles et ceux qui souhaitent s'informer davantage peuvent aller sur le site du Parti socialiste où ils trouveront tous ces textes et ils comprendront davantage ce que nous portons. Mais s'il fallait le résumer, non pas d'un slogan, mais d'une vision, d'un objectif. Pour nous, l'objectif, c'est la République écologique et sociale. Et chaque mot compte. La République, parce que c'est le cadre. Nous sommes des républicains, nous sommes des laïcs, nous sommes persuadés qu'il y a des droits qui doivent être universels, l'égalité entre les femmes et les hommes au premier plan. Et il faudra que, dans ce quinquennat, par exemple, on conquiert une place pour les femmes qui soit à égalité avec les hommes, l'égalité salariale au premier plan, mais pas seulement, mais enfin ça fait partie des premières choses. Ça, c'est un nom commun. Ensuite, une République qui soit écologique, parce que nous savons aussi que la planète ne peut pas fournir plus qu'elle ne le fait déjà, et que le réchauffement climatique va présente un risque considérable à la fois pour les espèces naturelles, pour le, Votre texte, il est un peu pour le climat, mais pour les gens aussi. De programme présidentiel. Ah ben oui, ce serait dommage qu'à quelques Parce que mois c'est les d'une élection militants qui présidentielle... votent, oui, jeudi. c'est les militants qui votent, c'est même eux qui pas tous les amendent. Français. C'est eux, c'est pas bien sûr, mais ensuite nous aurons un débat avec les Françaises et les Français. Ce projet, il est fait pour se tourner vers eux. Et donc, quand je disais République, écologique pour les raisons que tout le monde peut comprendre assez facilement, et sociale, parce que c'est le modèle français que nous voulons préserver et faire en sorte que nous puissions avoir de nouvelles avancées, faire en sorte que, par exemple, sur ces grandes mutations qui sont en cours, je pense au numérique, est-ce que vous voulez demain, vous-même, être salarié d'une plateforme, en réalité même pas salarié, mais être vécu comme indépendante, mais être sans droit, et vivre cette régression extraordinaire que vivent les gens qui sont salariés de Uber, de Deliveroo, Uber Eats, etc., qui sont les premiers dans ce schéma-là, mais qui sont en fait les nouveaux esclaves du XXIe siècle. D'accord. Votre texte, en quoi il est meilleur que celui de votre rivale, Hélène Geoffroy, qui est maire de Vaux-en-Velin, je crois, et c'est elle qui présente le deuxième texte. Moi, je veux pas rentrer dans les polémiques avec... Non, mais c'est une compétition quand même. C'est une compétition, mais tout simplement... Je ne sais pas très bien quel est le projet qu'elle porte. Ce que j'ai pas compris, quelle était l'alternative qu'elle souhaitait ouvrir avec son texte. J'ai compris qu'elle était très critique, qu'elle pensait que nous étions en dessous de tout. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui le pensent, et c'est bien qu'ils votent pour Hélène Geoffroy en ces cas-là. Pour ceux qui voient d'où nous sommes partis et qui voient où nous sommes arrivés, chacun comprendra que nous sommes très loin d'un effacement supposé. On a au contraire réaffirmé notre identité, réaffirmé nos valeurs et nos principes, travaillé pendant 18 mois sur un projet qui est aujourd'hui sur la table, qui permet de s'engager dans l'élection présidentielle. Et j'ai dit aussi que j'avais pour ma part une candidate de référence et de préférence qui est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est peut-être le point qui vous différencie le plus. En tout cas, Anne Hidalgo devrait se déclarer dimanche sur TF1. Elle est accréditée de 9%. C'est quand même pas terrible. C'est un bon début. Et d'abord, arrêtez de regarder les sondages. Vous les regardez plus que nous, je pense. Je les regarde sans en tenir compte plus que ça. Non, je vous le dis franchement. Pourquoi ? Parce que depuis 2017, ils se sont succédés au municipal, au départemental, au régional. Ils se sont tout le temps plantés. Tout le temps. Aux européennes, pareil. Et depuis 50 ans, c'est la même chose. Les sondages n'ont jamais réussi à prédire qui serait président de la République. La dernière fois, c'était Fillon. Et avant lui, Juppé. Et comment finalement, on a eu Macron. Pour et donc, 9%, c'est quand même très faible. Elle est même derrière le candidat écologiste testé, qui est Yannick Jadot. Mais le PS aujourd'hui se retrouve Aujourd'hui, vous avez derrière des gens les qui sont à gauche entre 8 et 10. Tous. L'intérêt de tout ça, c'est rien, puisqu'en fait, vous savez que la marge d'erreur, elle est de plus 4, moins 4. Donc tout ça n'a aucun sens. En fait, on commente uniquement des sondages alors qu'on devrait commenter des résultats. Et les résultats, ils sont clairs. Les résultats, c'est que dans les élections régionales, partout où nous étions en compétition avec notamment les écologistes, nous avons fait le double de voix de nos partenaires verts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les Françaises et les Français, quand ils sont amenés non pas à être sondés, mais à réfléchir sur les gens qui peuvent les représenter dans une élection, ils choisissent 2 fois plus souvent les socialistes aux écologistes ou à d'autres formations politiques à gauche. Ce qui va être difficile pour les Français, c'est de départager tous les candidats, parce qu'il y a Arnaud Montebourg, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que pour 2022, vous pensez plus au coup d'après qu'à 2022. C'est très compliqué. Mais moi, je ne pense pas au coup d'après, je pense au coup de maintenant. Parce que, d'abord, y compris, je pense que les Français
sont comme moi, ils n'ont pas envie d'attendre 2027 pour avoir l'alternance, ils la veulent en 2022. Et pour l'avoir en 2022, il faut s'unir. Ils feront un choix, et ce qui n'a pas été rendu possible par parfois un certain nombre d'égoïsme ou de volonté de se présenter indépendamment de toute... en dehors de tout, de toute primaire, tout de toute discussion. De tout processus qui aurait pu conduire à un candidat commun et que je souhaitais, eh bien, puisque ça n'est pas possible, ce sont les Français eux-mêmes qui départageront ces candidats. Mais surtout, je voudrais rappeler aussi que dans toutes les élections présidentielles, vous avez toujours eu quelqu'un qui s'est détaché et qui n'était pas prévu au départ. Je reprends les dernières années. 95, Jospin, on dit le PS, il est au fond du trou. Il est le premier au premier tour. Il fait 47% au second tour. Jacques Chirac, qu'on disait mort et enterré, il est devant Édouard Balladur que tous les sondages promettaient, à qui tous les sondages promettaient une victoire facile. Il n'est même pas au second tour. 2007, Bayrou, qui ne devait pas troubler l'ordre général. Plus récemment, Emmanuel Macron. Plus récemment, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a toujours dans les campagnes électorales quelqu'un qui, à un moment, fait la différence et la surprise. J'ai juste et je pense que nous en avons la capacité. Une dernière question, puisqu'on est en Occitanie. Carole Delga est la présidente de la région la mieux réélue. C'est elle qui est à la tête du mouvement d'Anne Hidalgo, Idées en commun. C'est elle aussi qui doit discuter avec les partenaires de gauche. Alors, en Occitanie, ils ont su le faire. Dans le Gard, on l'a vu avec les dernières départementales, ils ont su le faire aussi. On a envie de vous demander de faire un peu de politique fiction pour terminer cette interview. Est-ce que Carole Delga, en 2027, c'est une utopie ou ça pourrait être réaliste ? Ce n'est pas une utopie. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont montré leur talent dans les dernières échéances, au municipal, ou au régional, ou au départemental. C'était une révélation. Et Carole, incontestablement, s'est révélée au grand public, parce que pour nous, elle était déjà depuis longtemps parmi les gens, les femmes qui comptent dans ce parti et dont la voix porte ostensiblement. Donc c'est une possibilité, mais là encore, moi je ne joue pas 2027. On est en train de vivre 2022. Et en 2022, pas, on verra. Mais on verra, et même à partir de 2022, si nous l'emportons dans l'élection présidentielle, Carole Delga aura un avenir dans l'équipe qui se mettra en place autour d'Anne Hidalgo, ou d'autres, si ce n'était pas elle qui était retenue par les socialistes. Mais donc, elle aura une place de choix, et je pense que la France n'a pas besoin d'attendre 2027 pour avoir Carole Delga aux avant-postes. Merci beaucoup, Monsieur Faure. Merci beaucoup.